On est avec Alexia Boulot, qui est Director of Product Marketing, et avec Arnaud Portery, qui est CTO et Founder. Et le sujet du jour est un petit peu au cœur de leur activité, puisqu'il s'agit de maximiser l'impact d'une équipe engineering. On sait que c'est pas toujours facile d'estimer les choses déjà en général dans la tech et d'estimer l'impact concret d'un développement sur le produit. Donc Arnaud et Alexia vont nous parler de comment ils font ça au quotidien. Euh, la problématique, c'est que les équipes engineering, ça coûte cher et on a des exigences qui ne font que augmenter côté COMEX, qui veut plus de visibilité. On a du mal à définir des KPI, au-delà de la simple notion de productivité et de vélocité, typiquement les métriques d'Aura. Et donc, comment on peut faire pour maximiser l'impact de ces équipes? Les speakers en face de nous ont certaines pistes, notamment développer et mesurer la performance d'une équipe, s'assurer que les efforts sont alignés avec les objectifs stratégiques de l'entreprise, suivre la motivation et l'engagement des équipes et masteriser l'impact. Pourquoi on a fait ce webinaire? On a quelques insights qui nous remontent, quelques enjeux, notamment la difficulté que j'ai déjà évoquée d'avoir des estimations et des KPI tech qui ont du sens et qui sont intéressants à suivre. On a souvent, dans pas mal de boîtes, un manque d'implication des équipes tech dans les problématiques produits. Alors, on sait pourtant que c'est assez capital. Et le suivi de l'impact qui n'est pas suffisamment fait, c'est-à-dire que souvent on dit on veut impacter tel KPI, on sort une feature dans ce sens-là, et puis derrière on regarde pas du tout ce que ça donne. Donc c'est ces problématiques-là qui nous remontent le plus et qu'on espère, sur lesquelles on espère avoir quelques pistes de la part de nos interlocuteurs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on voulait vous faire un petit cadeau, un dossier qu'on a monté sur la culture engineering. On a demandé à 5 startups de nous parler de leurs pratiques sur le sujet et on en a fait un Doc Notion que vous pouvez récupérer en flashant simplement le QR code qui s'affiche à votre écran. La culture product est souvent mieux documentée que la culture tech et nous, on a fait le dossier qui complète un petit peu ce côté-là, côté engineering, qui peut servir aux tech mais aussi aux product pour mieux échanger avec les techs et qui vous donnera plein d'idées de choses à mettre en place dans votre orga pour une culture saine et efficace. Quelques mots au passage sur TPC, The Product Crew. Donc nous, on se définit comme le copilote du recrutement pour les startups et les scale-up ambitieuses. On a une vision d'aider à bâtir les futurs champions de la tech européenne. Et pour ça, on a créé une communauté sélective qui réunit les meilleurs talents du dev, du product, de la data et du design. En 2 ans, on est devenu 10 000 membres qui s'aident à progresser dans leur métier en continu. Et on propose des ressources techniques expertes, des événements, du coaching, etc. On aide également nos membres à trouver leur prochain job au sein des meilleures startups et entreprises tech. Et on accompagne pour ça 800 entreprises avec une moyenne de 1000 talents par mois en recherche active. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez flasher le QR code à votre écran euh, pour, euh, pour trouver votre prochaine aventure. On vous aidera à trouver le poste qui vous convient. Le système est super efficace. C'est un système d'un mois dans lequel on propose des opportunités qui matchent vraiment à ce que tu recherches. Voilà pour notre activité et ce qu'on vous propose. Et je vais passer la main à Alexia et Arnaud pour nous présenter leur sujet. C'est à vous. Merci Mathieu et bonjour à tous. Bonjour, alors, merci Mathieu. Donc nous aujourd'hui, en fait, ce dont on voulait parler, c'est donc un sujet sur lequel on passe beaucoup de temps, qui est vraiment cette notion finalement de comment est-ce qu'on peut aller au-delà de la seule notion de productivité pour vraiment se parler de performance d'équipe engineering. Donc rapidement, donc moi je suis Alexia, en fait, je suis, on va dire, product people, comme on dit. Voilà. Depuis une bonne quinzaine d'années, je suis passée par beaucoup d'organisations un peu de toutes les tailles. Donc, de la start-up de 4-5 personnes en passant par des grosses entreprises comme voyagesncf.com à l'époque, Payfit, ou VP, où effectivement j'ai rencontré Arnaud et le reste de l'équipe Ecos. Et donc aujourd'hui, je travaille sur la dimension product marketing de Ecos. Et pour ma part, Arnaud Portery, donc je suis le fondateur de Echoes. J'ai rencontré effectivement Alessia chez VP, où moi j'étais deputy CTO, après avoir été VP Engineering. Auparavant, j'étais à San Francisco, où je travaillais à Docker comme responsable de l'équipe Core, donc de tout le projet open source. Et c'est un peu le mix de ces expériences en startup, dans la Silicon Valley, dans une grosse boîte en France, qui m'ont donné ces idées de monter Echoes et de voir qu'il y avait un gap dans la manière dont on fait aujourd'hui, je pense, le pilotage des équipes engineering. Alors avant de parler de mesures de succès des équipes, avant de parler performance, on va commencer par un petit peu parler productivité des développeurs. Pourquoi? Parce que c'est un topic
qui revient énormément sur la table. Et généralement, quand on parle performance des équipes, la première chose qui vient en tête, c'est productivité des développeurs. Donc, on va commencer par là. Alexia, je t'en prie. Ouais. Alors, donc, effectivement, quand on parle de productivité des développeurs ou plutôt de productivité d'une équipe produit, la première chose qu'on regarde quand même, c'est la capacité à délivrer. Alors, quand je dis on, c'est souvent les stakeholders. En tout cas, moi, je sais que dans mes différentes expériences, en gros, une bonne équipe, c'est une équipe qui délivre, on va dire, entre guillemets, en temps et en heure. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Aucune idée. Et à vrai dire, en fait, vos stakeholders s'en fichent un peu. Et souvent, en fait, après, à la question du comment est-ce qu'on sait si l'équipe fonctionne, c'est souvent basé en fait finalement sur l'expérience du product manager et de l'engineering manager qui est de se dire ça va bien parce qu'en fait je suis avec eux au quotidien, etc. et ça tourne. Euh, Moi j'ai regardé un certain nombre de burn charts notamment chez Vente Privée avec beaucoup d'applications. En fait, à vrai dire, ça raconte quand même pas grand-chose. Vous avez besoin du commentaire, soit du lead dev, soit du PM pour arriver à comprendre ce qui se passe. Puis ok, ça vous dit ce qui s'est passé cette semaine ou sur le sprint. So what? En fait, au final, vous n'apprenez pas grand-chose. Vous pouvez suivre un peu l'actualité de votre produit, mais en fait, on n'est pas si loin que ça de la vanity metric. En fait, c'est pas quelque chose qui est fait vraiment avancer. Je me suis aussi retrouvée dans des organisations où, en fait, on vous demandait de remonter tout ce qui était les points embarqués en fait dans les sprints par chaque équipe. Et en fait, à quel moment ça apporte vraiment quelque chose? Parce qu'en fait, on sait très bien que la vélocité raconte quelque chose de très factice. En fait, finalement, c'est vraiment assez en surface. D'une équipe à une autre, le point ne vaut pas la même chose. En fait, c'est pas comparable. Donc, en fait, finalement, très vite, je pense que plus on fait du produit, plus on se rend compte que ces notions finalement de vélocité, en fait, sont très limitées et nous amènent pas très loin. Donc, ça, c'était vraiment partant de ce postulat-là où on s'est vraiment posé la question de finalement, c'est quoi la performance d'une équipe? Et en Et, fait, même si on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'organisations qui sont en train de sortir un petit peu de ces métriques agiles, de sortir un petit peu aussi des estimations, parce qu'on voit qu'elles valent finalement pas grand-chose, bah, en parallèle, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été produites et beaucoup de choses qui ont été écrites ces dernières années sur sur la mesure de performance des développeurs et la mesure de productivité des développeurs. Donc, on a vu notamment les travaux de recherche de Dora, de Space. On a vu des posts qui étaient ultra controversés, notamment le post de McKinsey sur est-ce qu'il est possible de mesurer la performance des développeurs. Et puis, il y a une tonne de startups qui sont en train de promettre qu'on va booster la performance des développeurs, les développeurs vont aller plus vite, vont être plus productifs, etc., etc. En fait, le paradoxe de cette situation, c'est que on n'arrête pas de parler du sujet de la productivité des devs à une époque où les devs n'ont jamais été aussi productifs. Et ça pose quand même une question. C'est pourquoi est-ce qu'on a cette espèce de paradoxe entre l'encre qu'on utilise pour parler de ce sujet à un moment où on a des frameworks ultra performants, on a des outils ultra performants, on a des assistants IA dans nos outils de développement. Ah, voilà, c'est quand même une époque assez dorée pour les devs. Moi, je pense que la productivité des devs, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que, comme disait Mathieu en intro, on est un peu dans un contexte où les attentes, pardon, à l'égard de la tech ne font que grandir. On est dans un contexte qui, malheureusement, économiquement est difficile. Donc, on a des boîtes qui sont en train de couper dans les budgets, on a des boîtes qui sont en train de réduire la taille des équipes. En parallèle, on a des boards, on a des investisseurs qui demandent de plus en plus de visibilité dans la performance des équipes. En fait, globalement, on est dans un environnement où on nous demande de faire plus avec moins. Et le problème, c'est que, en termes d'accountabilité de la tech, on a du mal à rattraper. C'est-à-dire qu'il y a toujours une perception un peu d'opacité de notre fonction. On le voit, et moi je l'ai vécu moi-même, les CEO ne savent pas dire si leur département engineering se comporte comme il devrait et s'il est à la hauteur des attentes. Et de la même manière, pour avoir des discussions avec des dizaines, voire des centaines même de CTO, euh, les CTO eux-mêmes se posent constamment la question, est-ce que je suis là où on m'attend? Est-ce que je pourrais faire mieux? Est-ce que je pourrais faire est-ce que je suis à la hauteur des attentes, quoi? Et ça, c'est des questions auxquelles on ne sait pas répondre. Je pense que la situation dans laquelle on se trouve, c'est que notre incapacité à mesurer le succès d'une organisation engineering commence à devenir vraiment intenable. Et aujourd'hui, les mesures de productivité des développeurs, elles offrent une réponse à cette question. Ce n'est pas une très bonne réponse, ce n'est pas une réponse exhaustive, loin de là, mais ça permet de répondre à la question, est-ce que ça va? Et au moins, on a un nombre qu'on peut mettre en face qui permet de dire, oui, regardez, ça va, les développeurs sont productifs. Est-ce que ça veut dire quelque chose vis-à-vis de l'impact de l'organisation? Non. Est-ce que c'est le bottleneck de l'organisation? Probablement pas. Mais c'est un élément de réponse. Et juste par rapport à ça, pour avoir eu la casquette de C-level et de VP à des moments dans ma carrière,
j'insiste sur le fait que c'est assez inconfortable cette situation de ne pas être capable de mesurer le succès des organisations engineering, parce que quand vous êtes dans un COMEX, quand vous êtes avec vos pairs côté marketing, côté sales, etc., eux, quand ils viennent raconter ce qui se passe dans leurs équipes, ils viennent avec des chiffres, ils viennent avec des datas. Le marketing sait très bien comment exprimer leur succès. Les sales savent pertinemment comment expliquer leur succès. Et l'engineering, nous, on est là à dire, ça va, c'est un peu limite. Voilà, donc il y a quand même quelque chose là-dedans qui manque, surtout dans le contexte actuel dans lequel on se trouve. D'ailleurs, c'est intéressant de se dire que, en fait, nous, chez Vente Privée, pendant un bon moment, en gros, finalement, produit était rattaché au business. Donc, nous, en fait, on était joyeusement cachés derrière le marketing en disant, bah non, tout va bien, etc. Et en fait, on laissait nos pairs de l'engineering se débrouiller avec, bah, débrouille-toi avec les KPI, quoi. Après, je dis ça, mais sur la partie front, en fait, quand on est vraiment sur un truc de e-commerce, vous pouvez quand même aller chercher la notion d'impact avec des KPI qui sont très business, comme des taux de conversion, etc. Oui, on va y venir. C'est vrai que c'est très intéressant le fait que le succès de l'engineering, il est facile à rattacher au business quand on est très près du business. Malheureusement, tout l'engineering n'est pas uniforme dans sa proximité au business. Du coup, bah, parlons un peu de le succès de l'engineering. C'est quoi le succès de l'engineering? Comment on le qualifie? Comment on le mesure? On va commencer par un parallèle qui paraît un peu tiré par les cheveux, mais qui se trouve être hyper intéressant. Il y a quelques années, alors c'était en 2021, pardon, si je dis pas de bêtises, on a eu une participation de Fabien Galtier à la conférence TechRox, qui est venu parler de son expérience de la data dans le sport. Et en fait, il a illustré, je pense involontairement, mais absolument parfaitement pour notre industrie, la différence entre mesurer l'output et mesurer l'impact, et maximiser l'impact. Ce qu'il nous a expliqué, c'est que son premier contact avec la data dans son sport, c'est quand il était joueur. Et à l'époque, il avait son entraîneur qui lui avait dit, avant un match, tiens, au fait, sur ce match, pour la première fois, on va commencer à mesurer. Il va y avoir des capteurs, il va y avoir des capteurs sur le terrain, et puis on va commencer à regarder un petit peu des métriques. On lui a dit, OK, il a fait son match. À la fin du match, son entraîneur il est venu le voir et lui a dit, bah, dis donc, t'as pas beaucoup couru. Et Fabien Galtier, bah, il était un peu décontenancé parce qu'à côté de ça, il avait fait un super match. J'ai pas les détails, j'y connais rien en sport, mais de ce que j'en ai compris, il avait marqué des essais, il avait été élu joueur du match. Enfin bref, tout porte à croire qu'il avait fait une très bonne prestation. Mais le feedback qu'il a, basé sur la data, c'est t'as pas beaucoup couru. Et, euh, et à côté de ça, il expliquait comment lui, aujourd'hui, en tant qu'entraîneur et sélectionneur de l'équipe de France, il utilise la data, mais de manière radicalement différente. Aujourd'hui, oui, il y a toujours cet élément de métrique individuelle sur la distance parcourue, etc., mais pour un usage radicalement différent de self-improvement des différents joueurs. Mais maintenant, ce qui regardait, c'était beaucoup plus les dynamiques d'équipe. C'était beaucoup plus, pas est-ce qu'on a couru, mais est-ce qu'on a couru au bon moment. Est-ce que finalement, on ne s'est pas épuisé à des moments où ce n'était pas nécessaire, là où, à un instant qui était crucial et décisif pour le match, on aurait pu avoir peut-être plus d'impact et plus de patates. Donc, c'est vraiment super intéressant parce que je pense que ça trace un très bon parallèle avec notre industrie, où finalement, on en est encore un peu sur le t'as pas beaucoup couru. On sait mesurer si les développeurs courent. On sait pas encore suffisamment, on se pose pas encore suffisamment la question de savoir est-ce qu'on a eu le bon impact et est-ce qu'on a couru au bon moment. Malheureusement, il y a un truc qui est pratique dans le sport et qu'on n'a pas dans l'engineering, c'est que le critère de succès dans le sport, il est assez binaire. À la fin, on a gagné le match ou pas, on a gagné la compétition ou pas. Dans l'engineering, malheureusement, c'est pas aussi binaire. Ouais. Et donc, du coup, en fait, bah alors, ce qui est intéressant, c'est que dans toutes les conversations qu'on a en fait aujourd'hui avec Arnaud sur finalement comment on arrive à bien piloter une équipe engineering, etc., en fait, on se rend compte que c'est extrêmement métamorphe et que finalement, en fait, même quand vous êtes en train de leader une tribe avec 8 équipes produits, en fait, le succès d'une équipe produit sera très différent de celle d'à côté, ne serait-ce que parce qu'ils ne travaillent pas forcément sur les mêmes sujets, pas sur le même contexte, pas sur la même stack technique. Et effectivement, vous ne pouvez pas comparer dans une même tribe le succès, on va dire, d'une équipe qui travaille sur la personnalisation avec de l'algorithmie et de l'IA et une équipe qui travaille en fait finalement sur de l'user engagement et des logiques finalement d'acquisition de trafic. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que de toute façon, dès que vous arrivez dans une organisation produit qui commence à se structurer, en fait, ça devient un espèce de chaos. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on en revient régulièrement à managing engineering chaos. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que de toute façon, vous allez devoir gérer des priorités multiples qui, en plus, parfois finissent par s'accumuler un peu comme un millefeuille.
Et ça, pour garder la main et vous assurer en fait que chacune des équipes finalement est sur le bon sujet, en train de délivrer vraiment de la valeur. Un, c'est déjà pas évident. Deux, de toute façon, vous allez avoir à gérer des dépendances cross-team tout aussi bien construits, soit votre stack technique, etc., avec des équipes multicompétences et une vraie logique d'autonomie. Vous aurez toujours des projets transverses et donc ça devient vite compliqué. Vous allez avoir de la dette technique à gérer et ça, c'est pas juste le propre d'organisations qui vieillissent. C'est-à-dire, je pense qu'on connaît un certain nombre de scale-up aujourd'hui qui n'ont pas encore 10 ans et qui ont déjà des dettes techniques endémiques. C'est quelque chose que produits et tech doivent gérer en même temps. Et en fait, le but du jeu, c'est quand même toujours d'être en train de délivrer la valeur. Donc, c'est quand même, en fait, c'est probablement ce qui fait l'intérêt de nos métiers, c'est que c'est quand même on va dire une équation relativement insoluble. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi un sujet aussi intéressant. Et c'est vrai que la conclusion un peu de cet état chaotique de notre domaine, qui le rend intéressant, hein, c'est certain, bah, c'est qu'en fait, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on arrivera, je pense, un jour à le réduire à une poignée de KPI. Euh, je pense que beaucoup de gens, notamment avec la recherche Dora, ont cru qu'on avait enfin réussi à toucher ce Graal, mais le fait est que les Dora, elles ne capturent qu'un petit aspect de ça, et la Silver Bullet n'existera pas de ce point de vue-là. On est sur quelque chose qui est trop complexe et trop chaotique. On n'arrivera pas à réduire la performance d'une équipe engineering à un nombre, que ce soit la vélocité ou autre chose, au même titre qu'on n'arrive pas à réduire la performance de l'équipe de rugby à sa distance parcourue. L'autre problème, l'autre difficulté avec notre contexte, c'est que, enfin, avec notre domaine, pardon, c'est qu'il est extrêmement contextuel. C'est-à-dire, comme disait Alexia, le succès, il est très différent d'une équipe à l'autre, en fait. Ça varie selon les secteurs, ça varie selon la maturité des boîtes, ça varie selon la trajectoire aussi. Il y a quelque chose que je trouve personnellement fascinant sur le fait de gérer un peu un asset logiciel, c'est que je trouve que c'est l'un des, si ce n'est le seul asset dans une entreprise qui porte tout l'historique de la boîte, tout l'historique de décision, tout l'historique d'itération stratégique, toute la complexité finalement du parcours de la boîte. Je prends souvent l'analogie, c'est un peu comme quand on coupe un arbre et qu'on voit les rayons, et qu'on est un peu capable de retracer l'histoire. C'est un peu ce qui se passe avec une plateforme logicielle aujourd'hui en entreprise. Et en fait, arrivé à une certaine taille, c'est ce qu'on a vu chez VP, les différences, elles se voient déjà entre les tribes, entre les squads, elles deviennent déjà extrêmement marquées. Dans une entreprise comme VP, où vous allez avoir 6000 employés, un environnement tech qui fait environ 1000 personnes, et surtout différents métiers, vous vous retrouvez avec des gens qui travaillent donc sur du marketing côté front, sur de la logistique, sur de la supply, sur de la finance. Ces personnes-là, elles ont des contextes qui sont radicalement différents. Je dirais même que l'unité de temps n'est pas la même. C'est un peu caricatural ce que je vais dire, mais c'est tellement plus facile de se dire comment est-ce qu'on va faire pour ouvrir un site web dans un nouveau pays, même avec tout ce que ça implique en termes de traduction, en termes de localisation, etc., ou en termes de, j'en sais rien, de politique de paiement ou de choses comme ça, par rapport à ce que ça peut impliquer de se dire on va ouvrir un entrepôt et on va commencer à expédier des choses à des gens qui sont dans un pays sur lequel on ne le fait pas encore. Enfin, on n'est juste pas dans les mêmes problématiques. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là de comparer la performance d'une équipe front et d'une équipe logistique sur la base du temps à shipper des features, par exemple? Ça peut pas malheureusement être si simple. Et ça veut dire que les benchmarks comme mesure de succès, que ça soit inter-équipe dans l'entreprise ou que ça soit spécifiquement même inter-organisation sur différentes boîtes, c'est très, 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 très difficile. En fait, la Ouais, en conclusion. fait, en tout Pardon. cas, nous, chez Vente Privée, il y a une chose qui est sûre, c'est que la culture produit, elle variait vraiment finalement d'une tribe à une autre. C'était vraiment des choses en fait qui étaient largement différentes. Et finalement, la conclusion de tout ça, c'est que, excusez-moi, le succès, il est très relatif. Il ne peut pas y avoir de mesure universelle du succès des organisations engineering. Le mieux qu'on puisse faire, c'est mesurer le gap entre ce qu'on est et là où on pourrait être, compte tenu de notre contexte, nos contraintes et notre historique. En d'autres termes, est-ce que nous sommes la meilleure version de nous-mêmes? C'est ça qu'on devrait regarder. Qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux? Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment? Mais en tout cas, essayer d'avoir un nombre qui va capturer si notre succès dans l'absolu est à la hauteur des attentes, je pense que ça n'existera jamais. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'il y a des choses que les organisations ont en commun. Une de ces choses-là, c'est que
même si le succès est relatif, les patterns d'échec sont communs. C'est-à-dire qu'on sait tous reconnaître une équipe qui va mal, même si on ne sait pas dire si une équipe va aussi bien qu'elle pourrait aller. Par exemple, les failure patterns assez classiques, bah, c'est quand on ne délivre pas ou qu'on délivre les mauvaises choses. Quand je suis désolé, je ne trouve pas les mots en français, le rythme de développement n'est pas à la hauteur. Quand la qualité de ce qui est produit n'est pas là non plus. Ou simplement quand ben, le churn est très élevé et qu'on a des gens qui sont en train de burn out. Tout ça, on sait le reconnaître. Nous, chez Vente Privée, ce qu'on avait mis en place pour ça, c'était ce qu'on appelait les guidelines techniques. C'est-à-dire, on avait posé, en fait, avec l'aide des staff engineers, des architectes, une sorte de socle technique de jeu de règles sur lesquelles on voulait que que toutes les équipes l'appliquent indistinctement de où est-ce qu'elles se trouvent dans l'organisation et dans quel domaine fonctionnel. Et ça permet pas nécessairement de placer la barre en termes d'attente. Ça permet au moins de mettre un seuil minimum sur ce qu'on estime être correct. Typiquement, être capable de faire une release par semaine, qu'on se trouve à la log, qu'on se trouve au front, qu'on se trouve dans n'importe quelle zone de l'organisation, ça devrait être raisonnable. Demander qu'il y ait des revues de code qui soient faites avant d'intégrer du code en production, c'est le b.a.-ba. Toutes ces choses-là, c'est un peu le dénominateur commun qu'on avait décidé de fixer et qui permettait de se prémunir de ces failure patterns les plus classiques. L'autre truc que les organisations engineering ont malgré tout en commun, c'est que finalement, le mission statement, il est quand même relativement universel. Vous prenez n'importe quelle organisation engineering, sa mission, c'est essentiellement de délivrer de la valeur pour son business de manière fréquente et de manière soutenable. Et c'est peut-être suffisant comme frame pour réussir à réfléchir à ce qui est le succès d'une organisation engineering dans sa globalité et comment est-ce qu'on peut commencer à essayer de le mesurer et comment essayer de l'instrumenter. Alexia, tu veux... Alors, donc, du coup, finalement, en fait, quels sont les trois piliers finalement de l'engineering success? En fait, on pourrait le prendre un petit peu comme, c'est un peu l'image du bateau à moteur, c'est-à-dire que, bah, comme l'a dit quelqu'un dans le chat, il y a une première chose qui est de s'assurer que les gens vont dans la bonne direction. Donc, il y a vraiment la notion de gouvernail. Est-ce que les gens travaillent en fait sur les bons sujets? Est-ce qu'ils sont en train de délivrer un maximum de valeur? Et ça, en gros, vous allez le définir en fait en vous assurant que vos équipes produits, elles sont bien alignées sur la stratégie de l'entreprise ou la stratégie business. Donc, ça peut passer par la North Star, ça peut passer par des OKR, etc. Mais globalement, la question, c'est l'alignement de business, votre gouvernail. Après, il y a la question, finalement, de est-ce que le moteur va assez vite ou est-ce qu'il fonctionne, on va dire, de la façon la plus fluide? Dire, je vais dans la bonne direction et à la bonne vitesse. Et là, c'est là où on va se poser la question, en fait, de tout ce qui est delivery performance. Et c'est là où on arrive un peu sur ces notions de métriques dont on parlait, qui vont être soit les Dora métriques, des space, ou d'autres, en fait, KPI qui vont être intéressants pour vos équipes. Et après, il y a une troisième dimension, parce qu'en fait, on est quand même en train de gérer l'humain, c'est quand même la dimension de bien-être des équipes et en fait de s'assurer que les équipes sont dans des conditions de réussite où en fait on promeut quand même une forme de bien-être au travail. Enfin, on est quand même des êtres humains et cette dimension humaine, elle est quand même nécessaire pour arriver à avoir quelque chose en fait qui fonctionne bien tous ensemble. Euh, du coup, Ouais. Alors, sur les composants du succès de l'engineering, ce qui est intéressant dans la manière dont, quand on réfléchit à ces trois choses-là, c'est qu'en fait, elles sont toutes indispensables et aucune ne peut être négligée, ou en tout cas négligée trop longtemps. Si vous n'avez pas d'alignement, vous allez avoir des efforts qui ne vont pas produire de valeur. Alors, je l'ai dit plus tôt, hein, dans mon parcours, j'ai fait différents types d'entreprises. Il y en a une pour moi qui était assez flagrante sur la partie alignement, c'était mon expérience chez Docker. Docker, c'était le contexte d'une startup dans la Silicon Valley où j'ai travaillé avec des ingénieurs qui sont sans aucun doute dans le top 5% des ingénieurs, je pense, worldwide, quoi. C'était vraiment super impressionnant en termes de capacité à délivrer. Pour autant, c'est une boîte qui, à l'époque en tout cas, souffrait énormément de problèmes d'alignement parce que c'était une startup avec un succès assez stratosphérique et donc qui essayait de tout faire et de partir dans toutes les directions. Et ça a donné quelque chose où finalement on a déployé une quantité d'énergie colossale pour une création de valeur qui était pas du tout à la hauteur. Et le deuxième point, la delivery performance, bah, à l'inverse, si vous n'avez pas du tout de performance du delivery, inévitablement, les progrès vont finir par heurter un mur. Parce que pas de performance du delivery, au-delà du fait que ça veut dire que vous avancez lentement, le pourrissement du software fait que avancer doucement, c'est pas juste être lent, c'est en plus ralentir au fil du temps, jusqu'au moment où il n'y a juste plus rien qui sortira. Et le troisième point, bah, c'est celui effectivement d'avoir un écosystème qui soit sain pour les gens.
vous pouvez avoir une performance du delivery de dingue avec un alignement business hyper fort. Si ça se fait au détriment des équipes, bah en fait, dans 6 mois, vous êtes tout seul. Donc à quoi bon? L'importance relative de ces différents éléments, elle va varier dans le temps. Et encore une fois, elle va varier avec le contexte. Il y a à différentes phases de boîte, on va avoir envie de mettre le paquet sur différentes choses. Les petites startups, bah ouais, l'alignement, c'est ultra crucial parce qu'on n'a pas le luxe d'en faire trop, on n'est pas suffisamment nombreux. Et la delivery performance, ben, parfois, on va shipper des trucs qui vont se faire au détriment de la qualité des outputs parce qu'on a peut-être envie de minimiser le time to market. Et puis à l'inverse, on le voit beaucoup dans des boîtes super matures. Finalement, l'alignement, c'est peut-être moins un enjeu parce qu'on est moins en train d'innover, on est moins en train d'inventer. Par contre, il faut réussir à maintenir l'existant et on a quand même envie que la performance du delivery soit à la hauteur. Donc, tout est possible et c'est aussi très important de noter qu'il y a un élément culturel là-dedans qui fait que différentes boîtes vont parfaitement réussir dans leur domaine en ayant, je dirais, mis l'accent ou valorisé certains aspects plus que d'autres. Et je ne pense pas qu'on puisse leur jeter la pierre parce que les décisions culturelles, ça reste des choses qui sont ben, liées aux personnes qui font la boîte, liées aux founders, liées à plein de choses qui vont faire que, effectivement, il y a des boîtes qui vont avoir envie d'avoir un alignement parfait et pas forcément s'occuper des gens. Et à l'inverse, il y a des boîtes qui vont décider de faire avoir un équilibre différent. Et chacun décidera de faire la boîte dont il a envie. Donc, si on reprend en fait les différents piliers et qu'on se donne vraiment des exemples, on va dire très concrets, en gros, c'est la partie alignement. Donc, moi, ce que j'ai par exemple fait expérimenter tout en sachant en fait que c'est facile quand, encore une fois, on est sur une partie produit qui est proche du business, c'est en fait d'avoir pour chaque produit finalement un KPI clé sur lequel elle travaille, ce qui était le cas effectivement chez VP, à savoir en fait que bah, par exemple chaque produit qui travaillait sur le front avait un KPI clé, par exemple une logique d'acquisition suivie mois après mois, vraiment avec une logique data très poussée et surtout en fait une communication très fluide entre business et produit. Toute l'équipe produit, tous les membres de l'équipe produit étaient très conscients de quels étaient le KPI en fait sur lequel ils devaient impacter, qui à la fin impactait la conversion et la génération de chiffre d'affaires. Et donc chacun savait très exactement où était finalement son impact. Et ça en fait c'est vraiment l'affaire de toute une équipe produit dans son intégralité. Et en fait ce qui est intéressant après c'est si vous êtes sur des équipes en fait qui sont pas forcément orientées business pur et dur. Alors, par exemple chez Payfit, moi j'étais sur des stacks techniques. Et donc, du coup, on est assez loin finalement d'un front et d'une option front office. Et ben, auquel cas, en fait, regardez sur quoi joue votre produit. Est-ce qu'on est en train de jouer en fait sur des opérations et du coup, en fait, quel est donc l'objectif qu'on se fixe pour le mois ou le trimestre en termes de fluidification des opérations? Est-ce qu'on est en train de travailler finalement sur la rétention? Est-ce qu'on est en train de travailler sur... enfin, vous voyez, la question, en fait, finalement, c'est quoi la business équation de votre produit et comment votre équipe impacte dessus et de vraiment faire le lien entre finalement le résultat, le bénéfice utilisateur et la valeur qui est délivrée. Et à chaque fois que vous faites ce lien-là, à chaque fois, en fait, vous soulagez votre équipe parce qu'elle sait pourquoi elle existe et elle sait où elle va. Donc ça, c'est vraiment pour le coup quelque chose qui est extrêmement clé, me semble-t-il. Après, on a peut-être la partie performance. Pardon, j'allais juste dire, une leçon très importante aussi qu'on a retenue de VP là-dedans, c'est les shared incentives. C'est-à-dire vraiment être capable de faire que engineering et produit soient dans le même bateau sur ces questions-là. Euh, sur les notions d'alignement, un élément, par exemple, qui pour nous avait très bien marché chez VP, c'est bah, de s'assurer que les incentives soient partagés au point que les développeurs d'une équipe produit soient incentivés par l'impact de leur produit sur les résultats du business, au même titre que les product managers sur le produit soient incentivés sur la stabilité de la plateforme et les qualités techniques de la plateforme. Pourquoi? Parce que à la fin, tout ça, ça va être effectivement un équilibre à trouver entre ce qu'on va décider d'allouer sur la roadmap technique versus la roadmap produit. Ça ne devrait pas être un tir à la corde, ça devrait être une décision collégiale parce que c'est pour le bien commun que ces décisions sont prises. Comment est-ce qu'on mesure l'alignement? C'est une question qui est extrêmement difficile. Euh, la meilleure recommandation, c'est de réussir à connecter ce que font les ingénieurs au jour le jour avec le pourquoi est-ce que ce travail existe. Et à la fin, de réussir à vraiment modéliser comment est-ce que les efforts des équipes produits se distribuent sur les différents objectifs de l'entreprise.
Il n'y a pas de solution très satisfaisante à ça historiquement. Il y en a qui le font avec des timesheets manuels, c'est assez horrible. Il y en a qui le font en exigeant des tickets Jira pour toutes les tasks, c'est assez horrible. Nous, chez VP, on avait essayé de ne pas faire ça pour pas justement dégrader l'expérience des développeurs, et au final, ça se faisait énormément par de la discussion, c'est-à-dire aller en one-on-one avec tous les PM, avec tous les responsables du produit, avec tous les lead dev, demander, raconte-moi un petit peu, c'est quoi qui prend votre roadmap aujourd'hui, comment vous allouez votre temps entre le support, entre la roadmap technique, entre la roadmap produit, réussir ensuite, ça me prenait un temps colossal de faire ça à la main, mais de réussir ensuite à mettre tout ça dans des spreadsheets qu'on utilisait pour pouvoir se poser la question, bah, finalement, dans quelle direction est-ce qu'on va collectivement? Et surtout, pouvoir communiquer ça à notre leadership, pouvoir communiquer ça au CEO en expliquant, voilà où part le budget de l'engineering concrètement. Voilà comment on dépense l'argent. Et voilà comment ensuite on peut avoir des discussions raisonnées sur la manière dont on voudrait dépenser l'argent différemment. Est-ce qu'il y a des arbitrages qu'on veut faire? Est-ce qu'il y a des choses qu'on voudrait pouvoir démarrer, des choses qu'on devrait arrêter? Mais en tout cas, l'avoir sur la base du même niveau de compréhension et du même niveau de connaissance de ce que font les équipes. J'insiste sur ce point, il faut vraiment pas sous-estimer, je pense, le bénéfice d'avoir tout le monde sur le même niveau de compréhension de ce que fait la tech, parce que ça permet de créer du lien et de la confiance avec le leadership. Ça donne du sens aux équipes sur ce qu'elles font au jour le jour, et ça permet aussi de fermer un peu la feedback loop entre le planning et l'exécution. C'est-à-dire que ça permet d'éviter ce modèle qu'on voit quand même malgré tout très couramment dans des entreprises, où il y a des gens qui vont décider de lancer des sujets et qui vont pas être exposés aux conséquences de leurs décisions sur la réalité des équipes. Là, réussir à leur montrer comment les efforts des équipes engineering sont alloués sur les différents sujets, ça met aussi en évidence le fait que la décision de lancer un nouveau sujet qu'on a prise la semaine dernière est en train de pénaliser le delivery sur tel et tel sujet qui était tout aussi prioritaire, mais il y a 2 ou 3 semaines, et on les a peut-être un petit peu oubliés. Propose qu'on passe vraiment, en fait, on va peut-être vraiment rentrer parce que je pense qu'il y a des questions après qui seront intéressantes. Sur la partie performance, en fait, donc effectivement, on peut se baser sur toute la logique d'Aura, etc. Euh, L'idée, en gros, c'est finalement le prendre un petit peu comme un jogger, on va dire, qui va suivre en fait sa performance. Ces métriques, elles vous servent en fait à savoir comment va votre équipe et en fait, elles se suivent dans la distance ou dans la durée. La question, c'est quelle est la tendance? Est-ce que vous faites mieux? Est-ce que vous faites moins bien? Comment est-ce que vous devenez la meilleure version de vous-même? Comme en fait un jogger va utiliser Strava pour vérifier en fait sa performance semaine après semaine. C'est la même logique en gros pour utiliser au mieux finalement ces métriques plus que être dans le sujet de j'ai atteint tel pourcentage sur mon lead time ou mon change value rate est en dessous de 15% et donc du coup c'est nickel. En fait, c'est pas tant la question. La question c'est comment est-ce que votre équipe se mesure par rapport à elle-même et comment elle s'améliore. Et ces sujets-là en fait devraient être aussi un sujet produit tout autant que tech parce que quelque part en fait derrière se pose toute la question, finalement, de la fluidité de votre process de développement, mais aussi la qualité de ce que vous délivrez. Et effectivement, c'est hyper important parce qu'on voit que ces métriques, elles sont très à la mode, mais qu'elles sont souvent mal utilisées. Euh, comme tu le dis, Alexia, c'est un outil d'amélioration continue pour les équipes, dans les mains des équipes. Et aujourd'hui, une erreur qu'on voit extrêmement couramment, c'est d'utiliser ces métriques comme la mesure du succès, comme l'unique métrique de mesure du succès. Et ça réduit la mission de l'équipe produit au fait de shipper du code, ce qui évidemment n'est pas sa vocation première, c'est juste un moyen. L'autre erreur qu'on voit couramment, c'est d'utiliser ces KPI pour communiquer avec le leadership. Je pense que c'est une erreur parce que les KPI de delivery performance, notamment les DORA métriques, ne sont pas actionnables dans les mains du leadership. Elles sont actionnables exclusivement dans les mains de l'équipe, en tout cas dans la grande majorité des cas. Et communiquer ce type de KPI au leadership, bah, c'est juste demander à se faire challenger sur ces KPI comme si elles étaient notre mission statement, ce qui, encore une fois, n'est pas le cas. Une autre erreur qu'on voit très couramment avec les DORA métriques et avec globalement les mesures de performance du delivery, c'est de s'attendre à ce que les mettre en place, les mesurer et les mettre à disponibilité sur des dashboards, ça va d'une manière ou d'une autre magiquement changer le comportement des équipes ou donner lieu à de l'amélioration. Et en fait, il y a un gap assez significatif entre faire le calcul et rendre ces métriques actionnables. Le premier point, c'est de faire que les engineering managers soient éduqués et comprennent à quoi servent ces métriques et ce qu'on attend d'eux surtout. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a publié un lead time et qu'on a dit, bah voilà, le lead time de ton équipe, c'est 3 jours, ça veut dire quoi? C'est bien, c'est pas bien? Est-ce que je veux que ça reste à 3 jours? Est-ce que je veux que ça descende à 2? Est-ce que je veux que le reste de l'organisation soit aligné et que du coup, si vous êtes à 3 jours, mais l'organisation à 2, bah, que vous redescendiez? C'est tout ça, je pense, qui n'est pas suffisamment
fait dans le déploiement des DORA métriques. Donc, je pense que vraiment, sur ce point-là, j'insiste, c'est des métriques à mettre dans les mains des équipes avant toute chose et avec des expectations claires. Et après, sur la dimension alors, humaine, ça c'est forcément la chose en fait qui est le plus difficile, on va dire, à mesurer si on est vraiment dans cette logique de développer un pilotage par la data. Euh, Première chose en fait à faire, ce que nous on faisait régulièrement chez Vente Privée, enfin en tout cas côté front, c'est finalement des logiques de survey, enfin ou du moins de questionnaires anonymes réguliers pour savoir en fait bah, justement comment vont les équipes. Il y a d'autres équipes, par exemple chez Blablacar, je crois, qui utilisent des logiques de NPS. En fait, ça permet d'avoir quand même un déclaratif de la part des équipes pour savoir comment elles vont. Après, il y a d'autres indicateurs qui sont quand même assez on va dire, clairs sur la façon dont va une équipe, le churn, mais aussi regarder finalement l'amplitude horaire enfin, sur lesquelles travaillent les gens. Est-ce que en fait, cette amplitude horaire, elle est démesurément grande ou l'amplitude calendaire, c'est-à-dire est-ce qu'ils travaillent vraiment très longuement, etc. Enfin, le week-end. Donc, tout ça, en fait, ce sont des choses que, effectivement, aussi au niveau de l'équipe, c'est intéressant en fait de les regarder et de s'assurer en fait qu'on est sur des rythmes qui soient tenables dans la continuité. Si vous avez une équipe en fait qui est en sprint perpétuel, en fait, elle va mécaniquement se fatiguer, mécaniquement s'user et sa performance va forcément s'en ressentir. Donc, la question, c'est finalement comment vous arrivez à définir le bon rythme pour votre équipe qui est tenable dans la longueur. Et c'est important d'utiliser ces choses-là pour des bonnes raisons. C'est-à-dire que notre but avec ce type de mesure, c'est de regarder si on est sur une trajectoire qui va nous pénaliser sur le long terme. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que on est humain. Il y a pas de consistance dans la manière, il n'y a pas de cohérence et de constance dans le temps, dans la manière dont on travaille, et c'est normal. Notre niveau d'engagement, il varie, notre niveau d'humeur, il varie, notre niveau d'activité varie, et c'est normal. C'est-à-dire que, comme disait Alexia, avoir des métriques pour détecter quand vous avez des gens qui sont, par exemple, on-call depuis 4 semaines consécutives et qui ont dû répondre à des coups de fil tous les week-ends, c'est hyper important parce que vous ne voulez pas que ces personnes crament. À l'inverse, n'essayez pas d'utiliser ces métriques pour regarder si vous avez quelqu'un qui se désengage. Parce que ça, par contre, c'est complètement absurde. Vous allez vous retrouver, et on l'a vu, hein, on a vu des managers faire cette erreur d'essayer de détecter, par exemple, quand ils avaient quelqu'un qui était en train un petit peu de drop-off, parce qu'il contribuait plus. Mais en fait, la personne qui contribue plus, ça ne veut pas dire qu'elle est en train de drop-off. Peut-être qu'elle est en train de créer de la valeur, une valeur considérable par ailleurs, mais en faisant des choses qui ne se mesurent pas dans les données d'activité très classiques. Peut-être qu'il est en train de faire du support client, peut-être qu'il est même chez un client. Donc, ouais, faut pas faire cette erreur-là. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas remplacer par des discussions. C'est des choses qu'on ne peut pas remplacer par du contact humain, qu'il ne faut pas essayer de remplacer par du contact humain. Peut-être qu'avant les key takeaways, on va peut-être prendre un certain nombre de questions, ça a peut-être du sens et après on fera peut-être un wrap-up de tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, oui, on peut faire ça et puis on reviendra au key takeaways pour le mot de la fin. En tout cas, merci Alexia et Arnaud, c'était vraiment très intéressant. Notamment sur le triptyque alignement, vélocité, bien-être, qui me paraît particulièrement pertinent pour avoir quelque chose qui marche et qui marche bien, et dans la bonne direction et pendant longtemps. C'est vraiment le cœur de ce qui a besoin d'adresser. Spot-on là-dessus. Et puis sur la notion d'incentive partagée aussi entre le tech, le product et le business, avec notamment la gestion collégiale d'une roadmap commune entre la tech et le produit pour pouvoir adresser les besoins des uns et des autres dans une roadmap qui finalement est de fait partagée. Les devs peuvent pas se multiplier ou se diviser, donc ils font une tâche, enfin ils font des tâches en même temps, mais ils sont soit techniques, soit orientés product et on n'y peut rien. Donc autant adresser les deux avec un système de priorité qui gère bien ça, ça c'est vraiment top. Moi, j'avais une petite question, en attendant que d'autres gens nous en donnent plus dans le channel, sur, j'imagine que vous connaissez la loi de Goodhart qui dit que lorsqu'une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure. Je me demandais comment vous adressez cette problématique de votre côté. Mais c'est une très bonne question. Euh, En fait, je pense qu'une métrique, euh, il y a quelqu'un qui a écrit un bouquin qui s'appelle Comment tout mesurer. Et en fait, il a résumé la valeur d'une métrique d'une manière que je trouve géniale. Je vais essayer de m'en souvenir assez précisément. Il dit une métrique, elle a de la valeur uniquement quand il y a un fort niveau d'incertitude et un fort coût à se tromper. Et en fait, je pense que pour des besoins de se rassurer, pour des besoins de se dire qu'on fait les bonnes choses, on a envie de mesurer des choses qui sont typiquement de la vanity métrique. Et c'est ce qui s'est passé, ce qu'on a fait dans le passé avec les story points, ce qu'on a fait dans le passé avec les nombres de tickets, ce qu'on a fait dans le passé avec plein de choses qui finalement rassurent, mais d'une, ne nous apprennent rien, et de deux, nous disent
y a pas y a pas une forte erreur à se tromper. Pourquoi je parlais de choses comme les mesures d'alignement et d'être capable d'essayer de cartographier la manière dont les efforts des ingénieurs se distribuent sur les différents objectifs de l'entreprise? Parce que si je vous demande, par exemple, combien dans votre organisation vous dépensez en maintenance ou en support, tout le monde va avoir une idée à la louche, mais personne n'en a une idée précise. Et se tromper sur ce type de métrique, ça devient problématique et ça peut commencer à coûter cher à partir du moment où on estime mal, du coup, la capacité réelle des équipes à délivrer. C'est ce type de choses, pour moi, qui ont de la valeur et c'est ce type de choses qu'il faut réussir à mesurer. Et je pense que quand on est sur ce type de métrique, on voit que elles n'ont plus d'intérêt à être gamées parce que mettre tout le monde sur un même niveau de compréhension et mettre tout le monde sur un même niveau de connaissance de ce qui se passe dans les équipes produits, c'est prendre des meilleures décisions collectivement. Et prendre des meilleures décisions collectivement, ça sert à tout le monde. C'est-à-dire que concrètement, en tant qu'ingénieur, j'ai aucun intérêt à mentir sur la charge réelle que j'ai de maintenance parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde qu'elle se réduise, y compris le mien. Top, merci. Euh, on va donner la parole à Boris Changwang qui a une petite question aussi sur les incentives. Boris, est-ce que tu es avec nous? Si tu peux prendre le micro. Sinon, bah, du coup, je vais poser sa question. La question, c'est vous avez parlé d'aligner le produit et la tech côté incentive. Est-ce que vous avez un exemple d'incentive qui puisse être partagé entre la tech et le produit? Lui, Alors, lui trouve ça très compliqué d'incentiver les tech. Et effectivement, je me suis déjà moi-même posé la question et sur quoi on indexe un incentive côté tech, c'est pas forcément évident de trouver une réponse pertinente là-dessus. c'est sûr en fait que la difficulté elle va énormément varier finalement en fonction du contexte de l'équipe. Comme on le disait, en fait, plus l'équipe est proche du business, plus normalement c'est simple. Après, c'est très variable aussi en fonction de la maturité, notamment sur la partie data de l'entreprise. Chez Vente Privée, en fait, sur la partie e-commerce, on avait vraiment réussi en fait finalement à décomposer la génération de chiffre d'affaires en fait et d'avoir une business equation, c'est-à-dire d'une part on avait la partie acquisition et d'autre part la partie fidélisation et ensuite une partie conversion. Et en fait, chaque produit qui travaillait en fait sur ce parcours client avait un indicateur précis sur lequel travailler. Je vous donne un exemple, par exemple, la homepage de vente privée, en fait, le KPI principal de cette partie du parcours client, c'est le taux d'entrée dans la vente, parce qu'en fait, on sait que c'est l'action principale de l'utilisateur qui va avoir après un action en fait sur la notion de conversion et donc sur la génération de chiffre d'affaires. Et partant de là, en fait, on avait réussi à définir quel est finalement le taux d'entrée dans les ventes qui va permettre en fait de générer comment dire, un input sur le chiffre d'affaires. Et donc, partant de là, on avait après euh, décomposé finalement ce KPI en fait, en KPI secondaire pour voir en fait, sur quoi est-ce qu'on peut jouer pour arriver à lever la valeur de ce KPI. Ça, c'est une version hyper mature, hyper intéressante et très enthousiasmante. Moi, j'ai vraiment vu des développeurs, par exemple sur la partie acquisition, s'enthousiasmer semaine après semaine de voir en fait que quand ils arrivaient à régler tel problème de tracking sur du Facebook Ads, de voir l'impact directement sur le chiffre d'affaires. Et en fait, ça devient littéralement ludique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est drôle. Maintenant, ça, c'est il faut avoir l'organisation data qui est capable de faire ça et une culture d'entreprise très drivée par la data, c'est pas donné à tous. Après, moi, par exemple, dans des organisations qui n'étaient pas encore très matures là-dessus, comme je le disais, ce qui peut être intéressant, notamment quand on est plus loin, on va dire, de la partie business, c'est de se dire, OK, finalement, en fait, mon produit, sur quel impact, en fait, dans la business equation, il va jouer? Genre, est-ce qu'il va, par exemple, jouer sur un outil de back-office qui va permettre de automatiser un certain nombre, en fait, d'opérations et qui va permettre, en fait, de gagner du temps et de gagner en productivité au sein de l'entreprise. Et auquel cas, en fait, si on a déjà défini cet objectif-là, à nous après de mettre en place des key results, par exemple, mais de fixer en fait pour l'équipe produit quel est en fait le bénéfice utilisateur qu'elle a envie d'atteindre et quelle est du coup la fonctionnalité qu'elle peut sortir pour atteindre ce bénéfice utilisateur. Si on est dans une organisation qui a vachement bien structuré sa logique, on va dire, OKR ou sa logique d'objectif business, ça peut être relativement facile. Mais si ce n'est pas le cas, en fait, PM et EM ont vraiment cette capacité en fait, à le mettre en place à l'échelle de leurs produits. Et c'est déjà en fait, comment dire, un vrai gain que vous allez donner en termes de visibilité pour les membres de l'équipe. Ensuite, il y a un autre accès quand même sur lequel il faut faire très attention, et c'est là aussi où nous, on avait passé beaucoup de temps, c'est de s'assurer en fait qu'une équipe produit, et c'est la matrice dont parlait Arnaud, de s'assurer qu'il n'y a pas de multiples priorités ou en fait que la multiplicité des priorités sur une équipe est tenable. Parce qu'en fait, si vous avez trop d'objectifs sur une équipe, en fait, elle s'écroule
sous poids. Et donc, il y a vraiment cette notion, en fait, finalement, d'objectif ambitieux, mais atteignable. Je ne sais pas Top, si ça répond merci. à ta question, Boris. On aurait voulu un exemple d'incentive, de sur quoi vous avez pu indexer un incentive tech, Bah, si vous avez. ouais. Nous concrètement, ces KPI business dont parle Alexia, les PM étaient objectivés dessus au même titre que les développeurs de l'équipe produit. Ça, c'est le scénario idéal où on est sur une zone de l'organisation où la proximité entre business et tech est suffisamment faible pour réussir à justifier que la North Star des développeurs, ça soit la même métrique business que le PM. J'insiste par contre sur le point que le PM était lui aussi objectivé sur les qualités techniques de la plateforme. C'est-à-dire que concrètement, les guidelines techniques dont j'ai parlé plus tôt, qui permettaient un petit peu de délimiter le terrain de jeu et de placer le seuil minimum de qualité, d'exigence de qualité requis sur les produits chez vente privée, du type avoir des SLA, du type qu'il y ait des code reviews, qu'il y ait une release par semaine minimum, ce genre de choses. En fait, concrètement, une défaillance sur ces guidelines, c'était pénalisant pour les devs au même titre que ça l'était pour le PM. Parce que quelque part, si ces résultats-là sont pas atteints non plus en termes de qualité de la plateforme technique, bah en fait, c'est le produit dans sa globalité qui est en défaillance, quoi. Maintenant, encore une fois, ça c'est le cas idéal, je dirais, où c'est facile de rattacher la contribution des techs à un impact business. Et ça, c'était pas vrai sur la globalité de l'organisation, parce que le contexte, il était trop large et parce qu'il y a des endroits où on est moins directement connecté à une business value. Dans ce cas-là, on n'a pas capacité à incentiver sur l'obligation de résultat, donc on incentive sur l'obligation de moyens. C'est-à-dire s'assurer que, bah, effectivement, on travaille sur les bons sujets, qu'on n'est pas en train de se disperser, s'assurer que toutes ces choses-là qui font que ça ne nous garantit pas le résultat, mais ça garantit en tout cas qu'on s'est organisé et qu'on s'est donné les moyens de réussir, en sachant pertinemment qu'ensuite, la mesure réelle de l'impact, elle était beaucoup plus lointaine. Moi, je vais vous donner un exemple très concret, globalement. Un objectif qu'on avait donné à une équipe, donc encore une fois sur une plateforme très technique, à savoir refactorer une partie du code pour gagner en lead time, pour gagner en time to value. Enfin, globalement, plus on délivre vite finalement du code, plus en fait on délivre rapidement de la valeur pour l'entreprise. Donc du coup, l'objectif, ça va être refactorer cette partie du code. Et en fait, le bénéfice qu'on en attend, c'est justement cette amélioration du lead time. Et ça, c'est typiquement en fait un objectif intéressant pour une équipe tech. Et pour le coup, généralement, ils y voient la valeur. Très clair, merci beaucoup. Et c'est vrai qu'on voit souvent, on parle souvent, enfin, de plus en plus souvent, et heureusement, de l'implication des techs dans le product, mais là, c'est un petit peu l'inverse, je trouve, l'implication des products dans la tech, c'est-à-dire les incentiver sur les besoins de la tech, et typiquement ce genre d'exemple où ça rentre dans la demande côté product de laisser de la place à la tech pour qu'elle optimise les choses, c'est vraiment très intéressant. Euh, Merci. Et un autre point aussi que je voulais souligner, que vous avez dit, qui me paraît enfin, vraiment intéressant, c'est le fait d'éviter les multiples priorités. C'est un peu un classique, quand on a trop de priorités, c'est comme si on n'en avait pas du tout, et se focaliser sur quelques priorités fortes, c'est quand même généralement très efficace. Je voulais enchaîner aussi avec, bon, vous avez très bien mis en lumière les problèmes et les thèmes à adresser. J'aurais voulu savoir quelle est la proposition de valeur de Ecos sur le sujet, puisque c'est quand même, on sait que vous êtes au cœur du problème, de la problématique, pardon. Et vous n'avez pas parlé du tout de ce que vous proposez pour régler ce problème-là, et je pense que ça sera assez intéressant dans ce contexte-là d'avoir quelques mots Ouais. là-dessus. Bah, merci de nous donner l'occasion. Effectivement, c'était pas un sales pitch, hein. Le but, c'était d'expliquer la philosophie et comment on en est amené à créer Ecos tel qu'il est aujourd'hui. Ecos, concrètement, c'est une plateforme qui met tout ça en musique. C'est-à-dire qu'elle va vous permettre de mesurer ces trois sujets sur lesquels on s'est positionné: l'alignement, la performance du delivery et la santé des équipes. Donc l'idée, c'est vraiment de collecter des métriques qui vont vous permettre de communiquer sur l'activité des équipes engineering, de gagner en visibilité pour avoir une meilleure compréhension commune de ce que font les équipes et de ce qu'on pourrait faire mieux ou différemment. Et en parallèle, ça se place aussi comme le copilote de l'engineering manager, c'est-à-dire que toutes ces données qu'on collecte, elles sont constamment analysées par Ecos pour pousser au manager des conseils sur la manière dont il pourrait mieux piloter son équipe, sur les trois dimensions dont on a parlé: alignement, performance du delivery et santé de l'équipe. Donc par exemple, ça peut être envoyer un message Slack automatiquement à un manager pour dire: tiens, on a détecté que, je sais pas, le taux de maintenance dans ton équipe est à la hausse depuis les 4 dernières semaines. Ou alors, on a détecté sur la partie delivery que c'est toujours les mêmes personnes qui review du code. Ou alors, sur la partie health, on a détecté que tu as quelqu'un qui a travaillé 3 week-ends consécutifs, qui a contribué du code sur 3 week-ends consécutifs et qui est en risque de burn-out.
Donc, toutes ces choses-là qui font que, en tant que manager, j'ai pas le temps d'avoir le nez sur des dashboards parce que c'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, encore une fois, c'est de créer de la valeur pour mon business. Mais on va avoir une sorte de copilote qui, en background, va constamment regarder ce que lui n'a pas le temps de voir et l'aider à prendre les meilleures décisions. Ok, donc il se branche sur des outils type GitHub, GitLab, Jira ou autre pour aller Exactement. détecter des patterns. Exactement. Détecter des patterns et ensuite mettre tout ça en forme dans des reports qui sont directement utilisables pour pouvoir communiquer l'activité à mon CEO, à mon CFO. Ok, super intéressant, merci. On a pas mal de retours très, très sympas dans les chats sur votre talk et sur la pertinence des métriques pour le bien de l'équipe et pas pour la supervision. Et les cas concrets, les idées actionnelles, etc. Donc, je vous transmets ça comme ça. On va arriver bientôt à la fin du webinaire. On n'a plus vraiment de questions, sauf si quelqu'un veut en poser une rapidement. En attendant, je vous incite tous à donner une note sur 5 à ce talk pour nous dire ce que vous en avez pensé, faire des commentaires, etc. Et je rends la main à nos interlocuteurs pour le mot de la fin. Vous pouvez parler de ce que vous voulez, de ce que vous avez envie de soutenir, de proposer, etc. C'est bon. En fait, on n'a pas tout à fait les mêmes key takeaways, je crois. C'est assez rigolo. En gros, moi, enfin, comment dire, s'il y avait vraiment en fait une conclusion très pragmatique, en fait, c'est vraiment le résumé de ce qu'on s'est dit sur les trois piliers. Dire qu'en gros, si vous voulez arriver à suivre votre équipe produit, on va dire de façon assez holistique et vraiment la soutenir dans son avancée, il y a vraiment cette notion en fait de s'assurer en fait qu'ils sont en train de travailler sur les bons sujets. Et c'est vrai en fait qu'il y a vraiment cette question de est-ce qu'on a un nombre de priorités gérables? Est-ce qu'on sait comment on avance sur ces priorités? Et est-ce que en gros les gens savent pourquoi ils sont là? Il y a vraiment cette notion-là. C'est vraiment un facteur de motivation qui est clé. Le deuxième, en fait, c'est effectivement, alors, quelles sont en fait les métriques qui vont vous permettre de suivre la performance de votre équipe? Alors, c'est vrai qu'en fait, on va commencer par des DORA parce que c'est devenu vraiment un classique du marché. Ceci dit, je suis pas sûre que côté produit, il y ait tellement de gens qui sachent ce que sont les DORA métriques. Donc, du coup, c'est peut-être intéressant de se former un petit peu là-dessus. Il y a beaucoup de littérature sur Google. Et, mais après, en fait, il y a plein de métriques en fait, qu'on peut suivre en fait, qui peuvent être intéressantes pour une équipe. Et c'est vrai en fait, que c'est là où nous, côté Ecos, en fait, avec toute la data qu'on collecte, on arrive en fait, à aller chercher des KPI en fait, auxquels on n'aurait pas pensé, qui permettent de repérer les dépendances, qui permettent à repérer en fait, le moment où un sujet est en train de déraper. Mais donc, c'est vraiment cette question de c'est quoi la bonne métrique pour votre équipe et après, de faire du Strava. C'est vraiment littéralement, je monitore ma propre performance et je me demande comment est-ce que je fais pour faire mieux. Et après, en fait, dans tout ça, même si on pilote par la data, il y a une dimension humaine inhérente au management. Et encore heureux, on n'a pas encore trouvé l'intelligence artificielle qui va permettre de pallier ça. Et c'est une très bonne chose. Donc, il y a vraiment cette notion finalement d'écoute et d'empathie vis-à-vis des membres d'une équipe qui est clé. Voilà. Super, merci. Justement, je vais te poser cette dernière question sur l'IA, savoir si vous l'utilisez et dans quelle mesure Ouais, dans on votre vie. commence à regarder pour automatiser certaines choses. C'est pas marketé comme tel parce que c'est pas la vocation du produit, mais par contre, oui, il y en a en dessous pour détecter des patterns notamment et des trends qui sortent de l'ordinaire. En ce qui me concerne, juste Super. sur le mot de la fin, vous avez nos emails là sur les slides. Et surtout, n'hésitez absolument pas si vous avez des questions, des commentaires, des feedbacks, quoi que ce soit, vraiment preneur. On en parlait hier avec Alexia. Nous, c'est des sujets qui nous passionnent, hein, donc, on est toujours ravis d'en parler. On est toujours ravis d'apprendre aussi les challenges et les difficultés d'autres équipes. Oui, tout à fait ouvert à discuter et, et faire connaissance. Ouais, on fait beaucoup Super, de user merci. research, c'est vrai. Et juste pour répondre à la dernière question, parce que je crois que Boris vient de rajouter une question, à Ouais, savoir sur la question incentive, est-ce que ça se matérialise financièrement ou est-ce que, en fait, est-ce qu'il y avait une notion de prime ou est-ce que la récompense est intellectuelle? Honnêtement, la première récompense, elle est intellectuelle. C'est con à dire, hein, mais en fait, quand on atteint les objectifs qu'on s'est fixés, il y a un vrai côté tout simplement win. Donc, il y a un premier incentive qui est intellectuel. Maintenant, effectivement, il y avait une partie du variable qui était objectivée sur ce genre de choses. Donc, c'est pas que intellectuel. Mais encore une fois, quand on regarde la notion, enfin tout ce qui est management motivationnel, le fait d'atteindre des objectifs, c'est loin d'être anodin en fait en termes de motivation au quotidien des individus. Et certains disent que ça l'est beaucoup plus en fait qu'une prime. et c'est vrai, c'est sûr que c'est la première motivation, elle est rarement financière. Enfin, la vraie motivation la plus importante, elle n'est pas financière, même si effectivement, ça joue, c'est quand même la satisfaction de ce qu'on fait, d'aller dans le bon sens, etc., qui souvent compte le plus. Merci à tous les deux.
On va clore là-dessus. Le prochain live pour nous, c'est le mardi 19 mars chez Dashlane, où on aura un talk sur devenir un top PM grâce à la data. Merci encore Alexia et Arnaud et très bon appétit à tous. Plaisir, merci à vous.